À présent, nous sommes dans l'invité du journal de ce dimanche 7 juin en Afrique et dans sa diaspora et nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Franck OTT, membre du mouvement UNIS, réseau panafricain de lutte contre la corruption. Nous savons que cette semaine, cette thématique est d'actualité en RD Congo par rapport à la CENI, la CENI qu'on doit renouveler. Et c'est dans cette perspective que nous recevons Monsieur OTT. Monsieur OTT, bonjour. Bonjour, cher Yves. Il y a un an, vous portiez sur le fonds baptismaux le mouvement UNIS, réseau panafricain de lutte contre la corruption. Pourriez-vous nous parler brièvement de ce mouvement? Merci beaucoup, Yves. En fait, après le séisme répressif de 2015, nous l'appelons ainsi, qui a vu les mouvements Filimbi et Lucha prendre de l'ampleur pour avoir farouchement résisté au pouvoir et au coup de force de Kabila. Il a été question pour nous de mettre en place une force de proposition qui puisse de manière proactive susciter et accompagner des initiatives pertinentes de changement endogène et durable. Donc il a été question pour nous d'agir pour un monde plus juste, un monde composé d'hommes et de femmes qui sont capables d'innovation, qui sont unis pour repenser les choses, amener les choses de l'avant, être capables de penser de nouvelles manières de vivre ensemble. Et c'est ainsi que nous avons consacré notre existence comme étant un think tank, donc un organe social de réflexion, un centre de diffusion de solutions concrètes par rapport aux problèmes spécifiques que l'Afrique rencontre. Donc voilà un peu ce qui nous a poussé à mettre cette dynamique en place, l'approche bien sûr consistant à mutualiser les forces vives intellectuelles, culturelles et matérielles au sein du peuple africain et converger ainsi vers la production des idées nouvelles pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens. C'est très intéressant comme un think tank. Et la question de la corruption s'est invitée cette semaine encore dans le débat. Elle n'est pas terminée, elle est présente sur tout le continent. Donc, dans la perspective de cette actualité, vous avez publié le 18 juin dernier une déclaration portant le numéro 001 par UNIS par CENI. Dans cette déclaration, vous interpellez et mettez en garde contre toutes les tractations en cours en RD Congo autour de l'institution la CENI. Pourquoi cette sortie? Cette sortie, cher Yves, a été très importante pour nous parce que, comme on le sait très bien, il n'est plus question de le définir aujourd'hui. La démocratie implique l'exercice du pouvoir par représentation. Vu que l'ensemble du peuple ne peut pas aujourd'hui se tenir à diriger les rênes de sa destinée. Il est donc important que la procuration que le peuple exerce face à un groupe de personnes soit réellement authentique, que ceux pour qui le peuple s'est engagé dans le secret soient ceux-là que on va publier en public comme étant les dirigeants élus. Pourtant, donc, on sait très bien que la CENI porte ce rôle noble, mais elle s'est comportée quand on regarde les 3 derniers exercices électoraux, les cycles électoraux, on voit que la CENI n'a pas joué ce rôle-là et le problème se trouve dans ses animateurs. Donc, plutôt que de garder des personnes qui se sont montrées loyales aux individus plutôt qu'au peuple, nous avons pensé qu'il est important aujourd'hui de responsabiliser de nouvelles personnes, de regarder ce qui n'a pas marché pour le changer déjà aujourd'hui afin de pouvoir espérer une amélioration. Oui, nous savons tous que les élections en Afrique sont toujours émaillées d'incidents allant même à la violence ou carrément à la guerre. Souvent, on pointe du doigt toutes les structures autour des élections, notamment la CENI, la Cour constitutionnelle, le ministère de l'Intérieur et de l'administration territoriale, les forces de l'ordre ou les forces du désordre comme certains l'appellent. Selon vous, est-ce un problème d'incompétence de toutes ces structures qui sont censées apporter la garantie et la notoriété du déroulement des scrutins? J'ai beaucoup aimé au passage le mot « le force du désordre » en fait. Et évidemment, ce n'est pas un problème d'incompétence. Je ne pense pas qu'il s'agit d'un problème d'incompétence. Vraiment loin de là. Pour conclure à l'incompétence, il faut préalablement, comme on le sait, établir la bonne foi de ces acteurs. Nous pensons
quant à nous, qu'il y a aujourd'hui le problème de clientélisme. C'est que ces gens, ils mettent volontairement de côté tout le savoir-faire qui existe, toutes les lois, tous les principes. Et c'est justement ici que nous apportons une touche particulière à l'ouvrage de la recherche des solutions face à ce qui se passe aujourd'hui, non pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans toute l'Afrique. En fait, nous pensons qu'il s'agit aujourd'hui de pouvoir mettre en avant les principes de la bonne gouvernance. On sait très bien que toute action collective génère une valeur. Cette valeur qui est générée par les actions de tous les citoyens doit appartenir réellement à la communauté. Aujourd'hui, dans toute l'Afrique, ce qu'on remarque, c'est que le problème se pose lorsque des individus essaient de capter cette valeur ajoutée collective, commune, pour en faire un bien individuel, notamment par des enrichissements illicites, mais aussi il y en a qui sont très malins pour le faire déjà lors des accessions au pouvoir. Ils captent ainsi le pouvoir pour en faire un moyen pour pouvoir procéder à leur propre bien-être et remettre un peu, renvoyer en pâture l'avantage ou le bien-être de toute la population. Et c'est là même la définition simple que nous pouvons donner de la corruption. Donc le fait de capter cette valeur ajoutée collective pour un intérêt individuel. Cette façon de faire a malheureusement, cher Yves, marqué la façon de faire, la façon de gérer la chose publique depuis l'époque post-coloniale. Et nous avons pensé qu'aux grands mots, il faut donner des grands remèdes. Voilà pourquoi, plutôt que de proposer une solution qui vise de résoudre le problème en République démocratique du Congo, nous avons pensé à une plateforme qui soit panafricaine et qui puisse adresser le problème sur l'ensemble du continent. Oui, il est clair que dans une de vos démarches, vous avez énuméré l'audit des structures, ce qui est normal parce qu'on ne peut pas avoir une structure sans audit. Vous avez mis en avant la souveraineté des structures en Afrique et par conséquent dans tous les pays, dans tous les enclos coloniaux issus de Berlin, comme on le dit si bien. C'est de belles intentions. Comment allez-vous y prendre pour que UNIS puisse arriver à ce résultat sur le continent et en particulier en RD Congo? En fait, il est aujourd'hui question de pouvoir... Nous utilisons deux atouts importants. Nous utilisons l'inclusivité et la complémentarité. L'inclusivité, aujourd'hui, notre structure a des membres partout en Afrique parce que dès que notre structure a été née, a été mise en place, nous avons communiqué très largement en Afrique. Nous avons aujourd'hui des membres, notamment au Kenya, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, en République du Congo. Et l'inclusivité et la complémentarité, disais-je, la complémentarité fait que nous avons même des réseaux comme le réseau Africtiviste qui aujourd'hui est membre de notre approche. Nous échangeons avec eux et nous pensons donc que aujourd'hui il est question de mettre à la disposition de ces autorités, de toute la communauté, de l'opinion publique, des solutions bien claires de la direction vers laquelle nous voulons aller en tant que peuple. Alors au vu et au su de tout le monde, ces solutions, lorsqu'elles ne seront pas utilisées par les autorités en place, on verra évidemment que ces gens, ils vont dans une direction qui n'est pas celle pour laquelle ils s'engagent lors des élections. Et de cette manière-là, la jeunesse qui aujourd'hui a besoin du changement pourra prendre ses responsabilités et rompre avec cette façon de gouverner pour aller vers une gouvernance beaucoup plus orientée vers les solutions, orientée vers les résultats. Donc, vous venez de nous brosser votre implication, votre impact dans différents enclos berlinois. Que diriez-vous concrètement à ces différents enclos, parce qu'on parle d'enclos berlinois, parce que c'est issu de la volonté de la conférence de Bismarck, mais en même temps, des fois, on constate que les élections sont téléguidées par des lobbies, parce qu'on est dans un monde mondialisé, globalisé. Que direz-vous pour clore cet entretien? En tout cas, je dirais que la rencontre avec les puissances coloniales ou les puissances occidentales a marqué un moment un peu particulier dans l'histoire de l'Afrique, du fait que nos dirigeants ont acquis une façon de gouverner qui se fait comme par procuration, qui se fait comme pour des intérêts de ceux qui les mettent au pouvoir, comme on le dit. Et ça participe de ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que le pouvoir est vu
comme une proie à arracher pour pouvoir se procurer un certain nombre d'avantages. Ces personnes qui se pensent tenues ou soutenues par l'extérieur, justement, essayent de se maintenir au pouvoir de cette manière-là pour capter la valeur ajoutée qui revient au peuple. Aujourd'hui, il est question d'une pédagogie très large et publique où la population se rend compte de cela et récupère son autorité et fait de l'Afrique cet espace panafricain qui n'est plus l'enclos berlinois, qui n'est plus fait d'un ensemble des enclos berlinois, mais qui est marqué par notre culture de bien faire. Merci, merci. Sorti de l'enclos ou des enclos berlinois pour aller vers l'unité du continent, l'unité de l'Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie, cher Yves.